Imaginez une nuit très simple. Pas une nuit spectaculaire, pas une nuit de film, avec des éclairs dans le ciel et une musique trop grande. Une nuit ordinaire, une fenêtre entr'ouverte, une ville qui respire plus lentement, quelques lumières qui restent allumées dans les immeubles, et, quelque part au-dessus de tout cela, un morceau de ciel noir. Vous levez les yeux. Au début, vous voyez seulement quelques étoiles. Elles paraissent calmes, presque immobiles, comme si elles avaient toujours été là. Puis, si vos yeux s'habituent un peu à l'obscurité, d'autres points apparaissent. Certains sont très faibles, d'autres semblent trembler. Et tout à coup, une question ancienne se réveille. Jusqu'où cela va-t-il? Le ciel continue-t-il sans fin? Ou bien existe-t-il, quelque part, une dernière frontière, une limite, un bord, une ligne invisible où l'univers s'arrêterait enfin? L'esprit humain aime les cartes. Nous aimons savoir où commence la mer, où finit le pays, où se trouve la dernière route avant le désert. Même quand nous regardons le ciel, nous imaginons parfois l'espace comme une immense pièce noire, très grande bien sûr, presque impossible à mesurer, mais une pièce tout de même. Une pièce devrait avoir des murs. Et c'est là que l'univers commence à devenir étrange. Car lorsque les scientifiques parlent de sa taille, ils ne parlent pas d'un mur. Ils parlent d'un horizon. La différence peut sembler légère, mais elle change tout. Un mur est un objet. On pourrait en principe le toucher. On pourrait s'en approcher. On pourrait demander ce qu'il y a de l'autre côté. Un horizon, lui, est plus subtil. Il dépend de l'endroit où l'on se trouve. Il dépend de la lumière qui a eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Il dépend de l'histoire de l'univers lui-même. Dans cette histoire, nous allons avancer doucement. Nous allons partir de la terre, de nos rues, de nos chambres, de nos nuits ordinaires. Puis nous allons nous éloigner. Un peu. Puis beaucoup trop pour notre intuition. Nous allons traverser le système solaire, sortir de la Voie lactée, regarder les galaxies comme des poussières de lumière, et arriver à cette expression étrange, l'univers observable. 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 Ce mot est important. Il ne signifie pas tout l'univers. Il signifie la partie dont la lumière a pu nous atteindre. La partie dont nous pouvons recevoir une trace. La partie que nos télescopes et nos calculs peuvent transformer en connaissance. Le reste n'est pas forcément vide. Il n'est pas forcément impossible. Il est seulement au-delà de notre horizon. Et peut-être que c'est cela, la première leçon de cette nuit. Quand nous demandons où finit l'univers, nous demandons peut-être aussi où finit notre regard. Avant de parler de milliards d'années-lumière, il faut revenir à quelque chose de très proche. Votre corps. Il mesure peu, être un peu moins de 2 mètres. Il tient dans une chambre. Il traverse une rue en quelques secondes. Il connaît la distance d'une porte, d'un escalier, d'un trottoir. Pour nous, 1 kilomètre est déjà une vraie distance. À pied, il demande du temps. En voiture, il disparaît presque. En avion, il devient une ligne sur une carte. Mais la Terre, elle, mesure environ 12 700 km de diamètre. Déjà, cette taille dépasse notre expérience directe. Nous ne voyons jamais la planète entière depuis le sol. Nous la devinons, nous la calculons, nous la photographions depuis l'espace. Et quand on regarde la Terre depuis l'orbite,
quelque chose arrive à notre imagination. Les frontières disparaissent, les pays deviennent silencieux, les disputes humaines semblent perdre leur volume. Les océans prennent presque toute la place, les nuages montrent que l'atmosphère n'est qu'une fine peau bleue. Une peau extrêmement mince. Si la Terre avait la taille d'une pomme, son atmosphère serait plus fine que la pellicule brillante sur la peau du fruit. Et pourtant, c'est dans cette minceur que nous respirons. C'est là que les forêts poussent, c'est là que les oiseaux passent, c'est là que les humains regardent les étoiles et se demandent où tout cela finit. Puis la caméra continue de s'éloigner. La Terre devient une bille, puis un point presque perdu dans la lumière du soleil. La Lune, qui nous paraît grande lorsqu'elle monte au-dessus de l'horizon, est déjà à environ 380 000 km. La lumière met un peu plus d'une seconde pour faire ce trajet. Une seconde. C'est peu pour nous. Mais c'est déjà une première rupture. La lumière est ce qu'il y a de plus rapide dans notre univers. Et même elle a besoin de temps. Le Soleil, lui, se trouve à environ 150 millions de kilomètres. Sa lumière met environ 8 minutes pour nous atteindre. Cela veut dire que lorsque vous sentez le soleil sur votre visage, cette lumière a quitté sa surface il y a 8 minutes. Vous ne recevez jamais le présent absolu du soleil. Vous recevez un message déjà un peu ancien. Dans la vie quotidienne, 8 minutes ne sont rien. Dans l'espace, elles deviennent une première leçon. Voir loin, c'est voir le passé. Cette phrase est simple, mais elle va nous accompagner jusqu'au bord de l'univers observable. Plus nous regardons loin, plus la lumière a voyagé longtemps, et plus nous regardons ancien. Le ciel n'est pas seulement une profondeur, c'est une mémoire. Si nous continuons à reculer, le système solaire commence à apparaître comme une architecture très vide. Dans les livres, les planètes sont souvent dessinées les unes à côté des autres. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, tout paraît presque rangé, comme une famille posant pour une photo. Mais c'est une illusion de dessin. En réalité, les distances sont immenses. Si le Soleil était une grosse boule posée au milieu d'une ville, les planètes seraient de petits points séparés par des quartiers entiers. Entre elles, presque rien. Du vide, de la lumière, de la poussière, quelques roches. Et cette sensation étrange que la matière, dans l'univers, est souvent l'exception. Nous sommes habitués à vivre dans un monde dense. Une table est proche d'un mur. Une main touche un verre. Une rue mène à une autre rue. L'espace, lui, est surtout fait de séparation. Mars, dans les meilleures conditions, peut se trouver à environ 55 millions de kilomètres de la Terre. Mais souvent, elle est beaucoup plus loin. Jupiter est si éloigné que sa lumière met plus d'une demi-heure à nous parvenir. Même si elle n'est plus classée comme planète principale, nous rappelle que le bord familier du système solaire n'est déjà plus à taille humaine. Puis il y a la ceinture de Kuiper, les comètes, des mondes glacés, des objets sombres qui tournent lentement dans le froid. Et encore plus loin peut être le nuage d'Oort, une sorte de réservoir immense et diffus de comètes, si lointain que sa limite extérieure pourrait se trouver à une fraction importante d'une année-lumière. Une année-lumière. Le mot paraît presque doux. Il ressemble à une unité poétique. Mais il désigne une distance. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. En qui environ 9460 milliards de kilomètres. Le nombre est trop grand. Alors le cerveau fait ce qu'il peut. Il le range dans un coin, il le transforme en symbole. Et pourtant, pour les étoiles, une année-lumière est une petite marche.
La plus proche étoile du Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Sa lumière voyage plus de 4 ans avant d'arriver jusqu'à nous. Quand nous la regardons, nous voyons son passé. Pas un passé très ancien à l'échelle cosmique, mais déjà un passé. Cette idée va revenir encore et encore. Dans l'univers, la distance et le temps sont liés comme deux fils d'une même corde. Regarder loin, c'est écouter une ancienne phrase de lumière. Et cette phrase devient de plus en plus ancienne à mesure que nous sortons de notre voisinage. Quittons maintenant le système solaire. Pas avec un vaisseau réel. Il n'existe pas encore. Mais avec l'imagination et les cartes construites par les astronomes. Le Soleil n'est pas seul. Il appartient à une galaxie. La Voie lactée. Une galaxie est une ville d'étoiles. Mais une ville si grande que le mot ville devient presque inutile. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles. Autour de beaucoup d'entre elles, il peut y avoir des planètes. Autour de certaines, peut-être des océans. Autour de quelques-unes, peut-être des nuits semblables à la nôtre. La Voie lactée a la forme d'un disque immense, avec des bras spiraux, un centre dense, des nuages de gaz, des poussières, des régions où naissent de nouvelles étoiles. Nous sommes à l'intérieur de ce disque. C'est pour cela que nous ne voyons pas notre galaxie comme une belle spirale complète. Nous la voyons de dedans, comme si une fourmi essayait de dessiner toute une ville depuis une fissure dans un trottoir. Quand le ciel est très sombre, loin des lumières humaines, la Voie lactée apparaît comme une bande pâle, une rivière de brume, une trace laiteuse. Cette brume est faite d'étoiles, de milliards de soleils si nombreux et si lointains qu'ils se mélangent dans notre vision. Notre Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée. Il n'est pas dans une position spéciale. Il se trouve dans une région relativement ordinaire, sur un bras spiral, à des dizaines de milliers d'années-lumière du centre. La lumière met environ 100 000 ans pour traverser toute la galaxie d'un bout à l'autre. 100 000 ans. Pour une civilisation humaine, c'est presque inconcevable. Pour une galaxie, c'est une simple dimension. Et pourtant, la Voie lactée n'est pas l'univers. Elle n'est même pas une grande exception. Elle est une galaxie parmi d'autres. Pendant longtemps, les humains ne l'ont pas vraiment su. Ils voyaient des taches floues dans le ciel. Certaines étaient des nuages de gaz dans notre galaxie. D'autres étaient en réalité des galaxies entières très loin. Il a fallu des télescopes, des mesures, des débats et une grande patience pour comprendre que notre maison stellaire n'était qu'une île parmi une multitude d'îles. Et quand cette idée s'est imposée, l'univers est devenu beaucoup plus vaste. Pas un peu plus vaste, beaucoup plus vaste. La Terre avait déjà rétréci. Le Soleil avait rétréci. Puis la Voie lactée elle-même a commencé à rétrécir dans notre esprit. Ce n'était plus le monde, c'était une adresse. Regarder les galaxies lointaines, c'est accepter que la petitesse peut se répéter à toutes les échelles. La Terre est petite devant le Soleil. Le Soleil est petit devant la Voie lactée. La Voie lactée est petite devant les groupes de galaxies. Ces groupes sont petits devant les amas. Les amas sont petits devant les filaments du réseau cosmique. À chaque étape, notre intuition espère trouver une limite confortable. Et à chaque étape, le ciel répond par plus d'espace. Dans les images profondes prises par les grands télescopes, certaines zones du ciel qui semblaient presque vides se révèlent pleines de galaxies. Pas d'étoiles isolées, de galaxies. Chaque petite tache peut contenir des milliards d'étoiles. Chaque point flou peut être une ville de soleil. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Mais pour une histoire du soir, il faut la laisser entrer doucement. Imaginez une pièce sombre, vous croyez voir un mur noir.
Puis vos yeux s'habituent et le mur se remplit de fenêtres. Chaque fenêtre donne sur une autre ville. Et dans chaque ville, il y a peut-être d'autres fenêtres, d'autres nuits, d'autres regards. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard complet. À très grande échelle, elles forment une sorte de toile. Des filaments, des nœuds, des vides immenses. On appelle parfois cela le réseau cosmique. Ce n'est pas une toile solide, c'est la structure dessinée par la gravité au fil du temps. La matière s'est regroupée. Les régions un peu plus denses ont attiré davantage de matière. Les galaxies ont suivi ces courants invisibles. Et entre les filaments, il y a des vides cosmiques. Des régions si grandes que même notre imagination s'y fatigue. Quand nous voyons ces structures, nous ne voyons pas seulement des objets. Nous voyons une histoire. Une histoire commencée dans l'univers très jeune. De minuscules variations, des différences presque imperceptibles, puis des milliards d'années de gravité, et enfin des galaxies, des étoiles, des planètes et des êtres capables de demander où se trouve le bord. Mais plus nous regardons loin, plus une difficulté apparaît. La lumière a une vitesse finie. L'univers a un âge fini. Et l'espace s'étend. Ces trois idées ensemble créent notre horizon. Pas un mur, un horizon. L'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. Ce nombre revient souvent. Il est déjà immense, mais il peut aussi créer une confusion. Si l'univers a environ 13,8 milliards d'années, on pourrait penser que nous ne pouvons voir qu'à 13,8 milliards d'années-lumière. Ce serait la lumière voyage pendant 13,8 milliards d'années. Elle parcourt donc 13,8 milliards d'années-lumière. Fin de l'histoire. Mais l'univers ne se laisse pas réduire à cette image. Pendant que la lumière voyageait, l'espace lui-même s'étendait. Une galaxie très lointaine a pu envoyer sa lumière il y a très longtemps. Cette lumière a traversé l'espace pendant des milliards d'années. Mais pendant ce temps, la distance entre nous et la région qui a émis cette lumière a changé. Elle a grandi. C'est pour cela que le rayon de l'univers observable est aujourd'hui beaucoup plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière. On donne souvent un ordre de grandeur d'environ 46 milliards d'années-lumière de rayon, donc environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut le dire lentement, 93 milliards d'années-lumière. Et tout de suite, il faut ajouter, ce n'est pas la taille de tout l'univers, c'est la taille de la partie observable depuis notre position. Le mot depuis est essentiel. Un observateur très éloigné, situé dans une autre galaxie lointaine, aurait lui aussi son propre univers observable. Son horizon ne serait pas exactement le même que le nôtre. Il verrait des régions que nous ne verrons jamais, et il ne verrait pas certaines régions que nous voyons. Cela ne veut pas dire qu'il serait au centre de l'univers, pas plus que nous. Cela veut dire que tout observateur est au centre de son horizon observable. Comme un bateau dans le brouillard. Le marin voit un cercle autour de lui. La limite de ce cercle dépend de la brume, de la lumière, de la position du bateau. Mais ce cercle n'est pas le bord de l'océan. L'univers observable ressemble un peu à cela. Nous sommes dans un océan de temps et d'espace. Nous voyons jusqu'où la lumière a pu venir. Au-delà, il peut y avoir encore de l'océan. Peut-être beaucoup. Peut-être infiniment. Mais cette lumière-là ne nous a pas atteints, et peut-être ne nous atteindra jamais. Pour comprendre pourquoi cette idée est si déroutante, il faut oublier une image très tenace, l'image d'une explosion. On imagine souvent le Big Bang comme une bombe dans un espace vide, une matière concentrée au centre, puis une explosion vers l'extérieur.
des galaxies projetées dans toutes les directions. Et, quelque part, un point central d'où tout serait parti. Cette image est pratique, mais elle est trompeuse. Dans la cosmologie moderne, le Big Bang ne décrit pas une explosion dans l'espace. Il décrit un état très chaud, très dense, très ancien de l'univers lui-même. Ce n'est pas la matière qui s'est dispersée dans une pièce déjà construite. C'est la taille de l'espace qui a évolué. Il n'y a donc pas un centre simple vers lequel on pourrait pointer le doigt. Toutes les régions suffisamment grandes de l'univers s'éloignent les unes des autres à cause de l'expansion de l'espace. Depuis notre galaxie, les galaxies lointaines semblent s'éloigner. Depuis une autre galaxie, nous semblerions aussi nous éloigner. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. C'est parce que l'espace entre les galaxies augmente. Une image souvent utilisée est celle d'un gâteau aux raisins qui gonfle. Les raisins s'éloignent les uns des autres à mesure que la pâte se dilate. Aucun raisin n'est le centre de l'expansion sur la surface de la pâte, mais cette image a ses limites. Elle reste une image. L'idée importante est plus simple. Les distances cosmiques peuvent grandir pendant que la lumière voyage. Cela signifie que certaines régions dont nous recevons aujourd'hui la lumière sont maintenant beaucoup plus éloignées que le temps de voyage de cette lumière ne le laisserait croire. Voilà pourquoi les 13,8 milliards d'années d'âge ne donnent pas directement un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. Dans la vie quotidienne, cette idée n'a presque aucun équivalent. Quand vous marchez vers une maison, la rue ne s'allonge pas continuellement sous vos pieds. Quand vous envoyez une lettre, la distance entre vous et le destinataire ne se dilate pas à grande échelle pendant que l'enveloppe voyage. Dans l'univers, à très grande échelle, c'est différent. L'espace n'est pas un décor immobile. Il participe à l'histoire. Et plus cette histoire est longue, plus notre intuition ordinaire devient fragile. Mais il n'est pas nécessaire de tout visualiser parfaitement pour ressentir la beauté de l'idée. La lumière qui arrive ce soir dans un télescope a voyagé pendant que l'univers changeait de taille. Elle a traversé une réalité en mouvement. Elle porte en elle non seulement l'image d'une galaxie ancienne, mais aussi la trace d'un espace qui s'étire. Chaque photon lointain est un petit messager d'un monde qui n'est plus exactement là où il était. Alors, où est la frontière ? Si l'on parle de l'univers observable, la réponse est à l'horizon de ce que nous pouvons recevoir. Mais il ne faut pas imaginer une coquille lumineuse autour de nous. Il ne faut pas imaginer une paroi. Et surtout, il ne faut pas imaginer qu'un vaisseau pourrait un jour atteindre ce bord, s'arrêter et regarder au-delà comme par-dessus une clôture. La frontière observable est liée à la lumière, au temps et à l'expansion. Il existe des régions si lointaines que leur lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre depuis le début de l'univers observable. Il existe aussi des régions dont la lumière émise aujourd'hui ne nous atteindra jamais, parce que l'expansion de l'espace les emporte au-delà de notre futur horizon. Cette idée est plus calme qu'un mur, mais plus troublante. Elle signifie que l'univers ne nous est pas entièrement accessible, même en principe. Nous pouvons améliorer nos télescopes. Nous pouvons capter des lumières plus faibles. Nous pouvons mesurer avec plus de précision, mais nous ne pouvons pas forcer une lumière qui n'a jamais eu le temps de venir. Il y a une limite à l'information, pas seulement à notre technologie, à la structure même de notre situation cosmique. C'est peut-être l'un des aspects les plus profonds de la cosmologie. Elle ne nous dit pas seulement ce qui existe, elle nous dit ce que nous pouvons savoir. Et parfois, elle nous dit que ces deux choses ne sont pas identiques. L'univers peut être beaucoup plus grand que ce que nous pouvons observer, mais la partie observable est tout ce avec quoi nous pouvons construire une science directe. Au-delà, il y a des hypothèses, des modèles, des conséquences possibles, des idées parfois très sérieuses, mais pas la même qualité de contact. Pour une histoire du soir,
On peut comparer cela à une lampe dans une immense plaine. La lampe éclaire un cercle. Dans ce cercle, vous voyez les pierres, les herbes, les traces au sol. Au-delà, la plaine continue peut-être. Vous pouvez comprendre sa forme générale. Mais vos yeux ne reçoivent plus assez de lumière pour distinguer les détails. La limite de votre lumière n'est pas la limite du monde. Elle est la limite de votre nuit visible. Il reste une question qui revient souvent. Si tout a commencé avec le Big Bang, où était-il? Où se trouvait le point de départ? La réponse la plus étrange est peut-être celle-ci. Partout. Pas partout dans notre espace actuel, comme si l'on pouvait marquer une carte moderne avec mais partout dans le sens où chaque région de l'espace que nous observons aujourd'hui était autrefois dans cet état très chaud et très dense. Le Big Bang n'est pas un lieu, c'est une époque. Une phase très ancienne de l'univers. Cela demande un changement d'image. Nous ne sommes pas des fragments projetés loin d'un centre. Nous sommes dans une partie d'un espace qui s'est dilaté. Cette idée explique pourquoi nous ne voyons pas un centre privilégié dans le ciel. À grande échelle, l'univers semble relativement homogène et isotrope. Cela veut dire qu'il paraît, en moyenne, semblable dans toutes les directions. Il y a des galaxies ici, des amas là, des vides ailleurs. Mais quand on lisse assez grand, aucune direction ne ressemble clairement à l'avant ou au centre. C'est une idée presque apaisante. Nous ne sommes pas au centre. Nous ne sommes pas non plus au bord. Nous sommes quelque part dans une immensité qui ne se laisse pas résumer par les images ordinaires. La lumière la plus ancienne que nous observons sous forme de rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, vient d'une époque où l'univers est devenu assez transparent pour que la lumière voyage librement. Avant cela, l'univers était comme un brouillard chaud. Les photons ne pouvaient pas traverser librement de grandes distances. Quand ce brouillard s'est dissipé, une lumière ancienne a commencé son voyage. Aujourd'hui, elle nous arrive de toutes les directions. Elle est très froide, très étirée, très ancienne. Elle n'est pas un mur. Elle est une surface de dernière diffusion. Une limite de regard vers l'enfance lumineuse de l'univers. Lorsque les scientifiques cartographient ce rayonnement, ils ne photographient pas le Big Bang lui-même. Ils lisent une trace, une empreinte, un murmure ancien. Et dans ce murmure, ils trouvent les graines des galaxies, les petites variations qui plus tard deviendront les grandes structures. Ainsi, lorsque nous parlons de la frontière du visible, nous parlons aussi de la limite de cette mémoire lumineuse. Nous ne regardons pas seulement loin. Nous regardons tôt. Que peut-il y avoir au-delà de l'univers observable? La réponse honnête commence par une phrase simple. Nous ne savons pas directement, mais ne pas savoir directement ne veut pas dire ne rien pouvoir penser. Les modèles cosmologiques suggèrent que l'univers total pourrait être beaucoup plus grand que la partie observable. Peut-être énormément plus grand. Peut-être même infini, selon certaines interprétations de sa géométrie globale. Mais le mot infini doit être prononcé avec prudence. Dans la vie quotidienne, l'infini est presque un mot magique. Il peut devenir trop facile. On le met là où l'imagination s'arrête. En cosmologie, il faut rester plus humble. Dire que l'univers pourrait être infini ne veut pas dire que nous l'avons parcouru. Cela veut dire que certains modèles, compatibles avec ce que nous observons, n'exigent pas une limite finie simple. Ils pourraient aussi être finis sans bord, comme la surface d'une sphère est finie, mais n'a pas de bord. Attention, ce n'est pas dire que l'univers est une surface de sphère. C'est seulement une analogie. Sur la surface de la Terre, vous pouvez marcher toujours tout droit. Vous ne trouvez pas un bord où la planète s'arrête. Pourtant, la surface totale est finie.
Un espace peut donc être fini sans avoir un bord au sens habituel. À 3 dimensions, l'idée devient plus difficile à imaginer, mais les mathématiques permettent de la formuler. C'est l'une des raisons pour lesquelles la question « Où finit l'univers ?» est plus subtile qu'elle n'en a l'air. Il pourrait ne pas finir de la manière que notre cerveau attend. Il pourrait être plus grand que tout ce que nous pouvons voir. Il pourrait être infini. Il pourrait être fini mais sans frontières physiques. Il pourrait avoir une géométrie que nous ne connaissons pas encore. Ce qui est certain, c'est que notre observable n'est pas le tout. Et c'est déjà immense. Nous avons donc une situation étrange. Nous vivons dans une bulle de lumière, une bulle d'information. À l'intérieur, nous pouvons mesurer, comparer, vérifier. À l'extérieur, nous pouvons prolonger les lois, construire des modèles, rester prudents. Cette prudence n'enlève rien à la beauté. Elle l'augmente presque. Car un mystère honnête est souvent plus grand qu'une certitude trop facile. Il existe une question qui paraît presque enfantine, mais qui a longtemps troublé les astronomes. Pourquoi la nuit est-elle noire ? À première vue, la réponse semble évidente. La nuit est noire parce que le soleil est couché. Mais si l'univers était éternel, infini, immobile et rempli d'étoiles depuis toujours, le ciel devrait être lumineux dans toutes les directions. Peu importe où l'on regarderait, la ligne de regard finirait par rencontrer la surface d'une étoile. Le ciel nocturne devrait alors briller comme la surface du soleil. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons du noir. Un noir traversé de points lumineux. Un noir qui laisse de la place au silence. Cette question porte un nom célèbre, le paradoxe d'Olbers. La solution moderne n'est pas une seule phrase, mais plusieurs idées qui se répondent. L'univers a un âge fini. La lumière de toutes les étoiles n'a pas eu un temps infini pour nous atteindre. L'univers est en expansion. La lumière venue de très loin est étirée, décalée vers le rouge, parfois jusqu'à devenir invisible pour nos yeux. Les étoiles elles-mêmes n'ont pas toujours existé. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. La nuit noire est donc aussi une preuve indirecte que l'univers a une histoire. C'est une idée très belle. Le noir du ciel n'est pas seulement une absence. Il raconte quelque chose. Il nous dit que le cosmos n'est pas une scène éternellement allumée. Il nous dit que la lumière a besoin de temps. Il nous dit que le passé a une profondeur et que cette profondeur a des limites visibles. Quand vous regardez une zone sombre entre deux étoiles, vous ne regardez pas simplement rien. Vous regardez une direction d'où aucune lumière visible, assez forte et assez ancienne, n'arrive jusqu'à vos yeux à cet instant. Le noir est donc une information douce mais immense. Il nous rappelle que l'univers n'est pas entièrement donné d'un seul coup. Il se révèle par morceaux, par photons, par traces, par cartes incomplètes. Et cela rejoint notre question principale. Le bord de l'univers observable n'est pas une ligne brillante au fond du ciel. Au contraire, il est lié à ce que la lumière peut ou ne peut pas nous raconter. Le ciel noir est une sorte de couverture posée sur des distances que nous ne pouvons pas simplement traverser du regard. Dans une vidéo rapide, on pourrait traiter cette idée comme une énigme. Mais dans une histoire du soir, elle devient presque une méditation. La nuit est noire parce que l'univers n'est pas un objet simple. Parce qu'il est né, parce qu'il change, parce qu'il s'étend, parce que la lumière voyage. Et si la nuit était parfaitement blanche, peut-être ne poserions-nous pas les mêmes questions. Peut-être que le noir du ciel est justement l'espace où notre curiosité peut respirer. Il faut maintenant parler des télescopes. Pas comme des machines de science-fiction,
mais comme des instruments de patience. Un télescope ne rapproche pas seulement les objets. Il collecte de la lumière. Il rassemble des photons faibles. Il laisse entrer des messages que nos yeux seuls ne pourraient jamais recevoir. Un grand télescope ressemble parfois à une oreille pour la lumière. Il écoute le ciel. Longtemps. Très longtemps. Quand il observe une galaxie située à des millions d'années-lumière, il ne voit pas cette galaxie telle qu'elle est aujourd'hui. Il la voit telle qu'elle était lorsque la lumière est partie. Plus l'objet est éloigné, plus l'image est ancienne. Cela signifie que les catalogues astronomiques ne sont pas seulement des cartes d'espace. Ce sont aussi des archives du temps. Une galaxie proche nous montre un passé relativement récent. Une galaxie très lointaine nous montre une époque où l'univers était plus jeune. Le fond diffus cosmologique nous ramène vers une période encore plus ancienne, lorsque la lumière a commencé à voyager librement. Ainsi, l'astronomie est une science étrange. Elle construit une histoire du cosmos en regardant des lumières arrivées aujourd'hui, mais parties à des époques différentes. Imaginez une bibliothèque où chaque livre viendrait d'une année différente. Un livre d'hier, un livre d'il y a 1000 ans, un livre d'il y a 1 milliard d'années. Et vous devez reconstruire l'histoire entière en lisant ces messages qui arrivent tous sur votre table au même moment. C'est un peu ce que fait la cosmologie. Elle ne regarde pas l'univers comme un objet figé. Elle le regarde comme une succession de lumières. Les télescopes modernes, dans l'espace ou sur Terre, ne cherchent donc pas seulement à voir plus loin pour battre un record. Ils cherchent à comprendre les premières galaxies, la naissance des étoiles, la formation des structures, la manière dont la matière s'est organisée. Mais même le meilleur télescope ne peut pas tout voir. Il peut améliorer la netteté. Il peut voir des sources plus faibles. Il peut ouvrir d'autres longueurs d'onde, infrarouges, radio, rayons X. Il peut révéler ce qui était caché à nos yeux humains. Mais il ne peut pas abolir l'horizon cosmique. Il ne peut pas recevoir une lumière qui n'a pas eu le temps de venir. Il ne peut pas transformer l'au-delà de notre horizon en image directe. C'est une limite profonde. Et cette limite donne aux images du ciel une émotion particulière. Chaque image est à la fois une victoire et un rappel. Victoire parce qu'un peu plus de l'univers devient lisible. Rappel parce que la carte reste incomplète. On pourrait trouver cela frustrant. Mais il y a une douceur dans l'incomplet. Une carte totale serait peut-être écrasante. Une carte partielle nous laisse encore le mouvement de la pensée. Elle nous donne assez pour comprendre. Pas assez pour croire que nous possédons tout. Il y a des galaxies dont la lumière nous atteint aujourd'hui. Il y en a d'autres dont la lumière nous atteindra dans un futur très lointain. Et il y a peu, être des régions dont aucune lumière émise maintenant ne nous atteindra jamais. Cette phrase est difficile. Elle ressemble à une porte qui se ferme sans bruit. L'expansion de l'univers ne signifie pas que les galaxies se déplacent toutes dans l'espace comme des fusées. Elle signifie que l'espace entre les grandes structures grandit. À très grande distance, cette croissance peut rendre certaines régions définitivement inaccessibles à notre observation future. Cela ne veut pas dire que ces régions cessent d'exister. Cela veut dire que le lien lumineux entre elles et nous se perd. Dans un futur extrêmement lointain, si des astronomes existaient encore dans notre galaxie ou dans ce qui restera de notre groupe local, ils pourraient voir un ciel très différent. Beaucoup de galaxies lointaines se seraient éloignées au-delà de toute visibilité pratique. Le ciel extragalactique deviendrait plus pauvre. L'univers observable futur pourrait sembler plus isolé. Cette idée est mélancolique, mais elle rend notre époque précieuse. Nous vivons à un moment où le ciel contient encore beaucoup d'indices. Le fond diffus cosmologique est encore mesurable. Les galaxies lointaines sont encore visibles. L'expansion peut encore être étudiée.
Les grandes structures peuvent encore être cartographiées. Nous ne sommes pas au centre. Mais nous sommes à une époque où l'univers se laisse encore lire. Cette pensée est discrète, mais elle change le regard. Quand un télescope observe une galaxie lointaine, il ne fait pas seulement une photographie. Il sauve une information qui, dans un futur très lointain, pourrait devenir beaucoup plus difficile à obtenir. Chaque observation est une petite conversation avec un cosmos qui change. Il y a aussi une autre limite. Même à l'intérieur de l'univers observable, tout n'est pas simple à connaître. La matière noire ne se voit pas directement par la lumière. L'énergie sombre reste mystérieuse. Les premières fractions de seconde de l'univers restent difficiles à sonder. La physique elle-même peut rencontrer des domaines où nos théories actuelles ne suffisent plus. Donc la frontière n'est pas seulement loin. Elle est aussi dans nos modèles, dans nos instruments, dans notre langage. Mais ce n'est pas une défaite. C'est la forme normale de la connaissance. Nous avançons avec des lampes. Nous éclairons une région, puis une autre. Nous corrigeons une carte. Nous découvrons qu'une ancienne image était trop simple. Et peu à peu, le monde devient plus vaste et plus précis à la fois. Pour dormir, cette idée peut sembler trop grande. Mais elle peut devenir très calme si on la laisse se poser. Nous n'avons pas besoin de voir tout l'univers pour appartenir à l'univers. Nous n'avons pas besoin de franchir son horizon pour comprendre qu'il existe un horizon. Nous n'avons pas besoin de tout savoir pour être capable de respecter le mystère. Peut-être que la maturité scientifique commence là. Non pas dans la phrase « Maintenant, nous savons tout », mais dans une phrase plus honnête « Nous savons assez pour savoir que le réel est plus grand que nous ». Essayons maintenant une dernière expérience de pensée. Imaginons que l'univers est vraiment un bord physique. Un bord au sens simple. Une frontière comme la fin d'une table ou le bord d'une falaise. Comment le saurions-nous ? Nous ne pourrions pas envoyer un vaisseau vérifier. Les distances sont trop grandes. Même la lumière met des milliards d'années à nous transmettre une information. Alors les cosmologistes chercheraient des indices indirects. Ils regarderaient la géométrie globale de l'espace. Ils mesureraient la manière dont les grandes structures se répartissent. Ils étudieraient le fond diffus cosmologique, cette lumière ancienne venue de toutes les directions. Ils chercheraient des motifs répétés, des courbures, des anomalies, des signes que l'espace pourrait se refermer d'une manière particulière. Mais jusqu'ici, rien ne nous oblige à imaginer une paroi cosmique. L'univers observable peut avoir une limite sans que l'univers total ait un bord. Cette distinction est peut-être la phrase la plus importante de toute l'histoire. Une limite de regard n'est pas une limite de réalité. Nous vivons souvent cette différence dans nos vies. Quand la brume cache une montagne, la montagne ne disparaît pas. Quand la nuit cache la mer ne s'arrête pas. Quand une personne ne comprend pas encore une douleur, cette douleur n'est pas inexistante. Il y a ce qui est, et il y a ce que nous pouvons recevoir. La science avance précisément entre ces deux zones. Elle ne prétend pas tout voir. Elle apprend à distinguer le visible, le mesurable, le probable, l'inconnu. Dans le cas de l'univers, cette humilité devient immense. Nous avons des chiffres, nous avons des cartes, nous avons des satellites, nous avons des télescopes capables de capter une lumière partie avant la formation de la Terre. Et pourtant, la meilleure réponse à la question « Où finit l'univers ?» reste prudente. Nous savons où finit notre observation directe. Nous ne savons pas où finit tout ce qui existe. Cette phrase peut sembler moins spectaculaire qu'un secret révélé, mais elle est plus solide. Et pour un esprit fatigué, tard le soir, elle peut même être reposante, parce qu'elle n'exige pas de tout résoudre. Elle laisse au monde le droit d'être plus vaste.
Elle nous invite à habiter une réalité qui dépasse nos images, sans renoncer à comprendre ce que nous pouvons comprendre. Peut-être que c'est cela, la vraie frontière humaine. Pas le bord de l'espace, mais l'endroit exact où notre ignorance rencontre notre curiosité. À cet endroit, il n'y a pas de mur, il y a une question. Et parfois, une question suffit pour agrandir une nuit. On pourrait alors sourire à l'étrangeté de notre situation. Nous sommes minuscules, mais nous ne sommes pas muets. Nous sommes limités, mais nous savons reconnaître une limite. Nous ne possédons pas le ciel, mais nous pouvons apprendre à le lire. C'est peu, si l'on se compare à la taille des galaxies. Mais c'est immense, si l'on se souvient que cette pensée naît dans un cerveau de quelques centimètres, au bord d'une planète bleue, autour d'une étoile ordinaire. Peut-être que l'univers n'a pas besoin que nous soyons grands. Peut-être qu'il suffit que nous soyons attentifs. Revenons maintenant à la nuit du début. La fenêtre, la ville, le ciel noir, quelques étoiles. Rien n'a changé en apparence. La chambre est toujours là. La rue aussi. Les objets gardent leur taille. Le monde quotidien reprend sa place. Mais quelque chose a bougé dans notre manière de regarder. Nous savons maintenant que le ciel n'est pas seulement haut, il est ancien. Nous savons que la lumière du soleil a déjà 8 minutes quand elle nous touche, que la lumière des étoiles peut voyager pendant des années, que celle des galaxies lointaines peut voyager pendant des milliards d'années. Nous savons que la Voie lactée est une maison gigantesque, mais une maison parmi d'autres, que les galaxies forment des structures immenses, que l'univers observable mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, et que cette taille n'est peut être qu'une partie d'une réalité plus vaste. Nous savons aussi que la frontière la plus importante n'est pas un mur, c'est un horizon de lumière, un horizon de temps, un horizon d'information. Au-delà, il n'y a pas forcément rien. Il y a seulement ce que nous ne pouvons pas recevoir. Cette idée peut donner le vertige, mais elle peut aussi calmer, parce qu'elle remet nos inquiétudes à leur place, non pas en les effaçant, mais en les entourant d'une échelle beaucoup plus vaste. Dans cette échelle, une journée difficile reste réelle, une peine reste réelle, une question personnelle reste réelle, mais elle n'est plus toute seule. Elle flotte dans un ciel où la lumière traverse des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Et nous, êtres fragiles, faits de matière ancienne, nous avons appris à lire un peu cette lumière. C'est peut-être cela, le plus étonnant. Pas seulement que l'univers soit grand, mais qu'une petite partie de l'univers soit devenue capable de se demander à quel point il est grand. Un cerveau humain, une nuit, un télescope, une équation, une image faible sur un écran, un enfant qui demande « Où finit le ciel ?» Et toute la cosmologie commence là, dans une question simple, presque enfantine. Où finit le ciel ? Peut-être qu'il ne finit pas comme une route. Peut-être qu'il se retire comme un horizon. Peut-être que chaque réponse agrandit seulement le silence autour d'elle. Alors ce soir, si vous regardez par la fenêtre, vous pouvez laisser cette idée vous accompagner doucement. Vous n'avez pas besoin de mesurer tout l'univers pour être touché par lui. Vous n'avez pas besoin de connaître son bord pour sentir sa profondeur. Il suffit parfois de savoir que la lumière arrive de très loin, qu'elle traverse le temps, qu'elle dépose dans vos yeux une ancienne nouvelle du monde. Puis la nuit peut redevenir simple. Une respiration, une chambre calme, une ville qui ralentit, et au-dessus, non pas un plafond noir,
mais un horizon immense. Pas une fin, un appel silencieux, un rappel que nous sommes petits, oui, mais pas séparés. Nous sommes faits de cet univers. Nous le regardons de l'intérieur. Et pendant un instant, dans le calme, l'univers semble se regarder lui-même à travers nous.